3 semaines après le début des manifestations les plus massives qu'ait connues la République islamique depuis 1979, l'Iran reste plongé dans un silence assourdissant. Il y a une semaine encore, observateurs et manifestants évoquaient ouvertement la possible chute du régime. Aujourd'hui, la chape sécuritaire s'est abattue sur Téhéran et les grandes villes. Bonjour Guillaume Beau. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur et post-doctorant à l'université d'Oxford et spécialiste de l'Iran et du Pakistan. 3 semaines donc après les manifestations les plus massives depuis 1979, une répression qui a fait plusieurs milliers de morts. En quoi ces événements révèlent-ils une transformation de la relation entre l'État et la société iranienne ? Alors oui, l'ampleur des mobilisations, elle est inédite, parce qu'elle regroupe peut-être pour la première fois d'ailleurs deux sociologies. D'une part, les classes moyennes inférieures ou des petits commerçants des villes davantage secondaires ou des périphéries des grandes villes qui sont traditionnellement plus conservateurs, qui sont beaucoup mobilisés en 2017-2018, qui se mobilisent pour des questions économiques. Et d'autre part, des classes moyennes supérieures qui, elles, se mobilisent davantage pour des questions de liberté politique, de liberté d'expression, de liberté de se vêtir, comme c'était le cas pour le mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022-2023. Donc c'est une réelle menace, bien entendu, pour le régime. Or, on sait que tout changement de régime, notamment venant de mobilisation populaire, suppose le soutien d'une partie de l'appareil politique, sécuritaire, répressif. Or, pour l'instant, ce dernier fait bloc. Bien entendu, il y a une rupture qui est consommée entre l'État et la société iranienne. Les mobilisations de 2009, comme celles de 2017-2018, avaient davantage une rhétorique autour de la réforme, davantage que de la rupture. Alors peut-être pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'on en reparlera sûrement. L'alternative politique au sein du régime désormais n'existe plus. Suite à une prise de contrôle, on y reviendra sûrement, des gardiens de la révolution sur à la fois l'économie et l'appareil d'État et la bureaucratie plus largement. Mais il faut bien avoir en tête que l'État iranien n'est pas un État failli, pour le meilleur comme pour le pire. Donc là, pour l'ensemble, pour la forme de la répression, mais également jusqu'à ces dernières manifestations, il y a quelques années, l'État iranien restait absolument central. Le lien n'était pas forcément distendu avec beaucoup de groupes de la société. Il faut bien avoir en tête que l'État iranien, après la révolution, a eu un certain nombre de succès en termes de politique éducative, de politique de santé, en termes de politique... de politique, de santé. Et oui, parce que c'est important de le rappeler, Guillaume Beau, parce que on a la sensation que ce pouvoir ne délivre que de la terreur et de la pauvreté à son peuple. Et évidemment, pour certains Iraniens, évidemment, je ne généralise pas ce propos, mais le pouvoir bénéficie d'un soutien, et s'il bénéficie d'un soutien, c'est pour un certain nombre de raisons. Alors, cela a beaucoup changé malgré tout également, mais jusqu'à il y a un certain nombre d'années, sûrement aux alentours 2019, 2020, 2021 et les derniers mouvements de mobilisation. En effet, cet État iranien a des liens importants avec la société. Et cela, comme je vous le disais, depuis la Révolution, l'État iranien est un État social qui a réussi à plein d'égards. Et c'est d'ailleurs ironiquement cela qui explique, je vous l'expliquerai, un certain nombre de mobilisations. Aujourd'hui, cette politique sociale, cette politique éducative a créé une classe moyenne très forte en Iran. Elle a également contribué à la participation des femmes dans la société, ce sont les deux groupes qui se mobilisent aujourd'hui. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, Guillaume Beau. Le niveau de scolarisation des femmes dans le supérieur est très important en Iran, par exemple. Bien entendu. Et c'était une rupture fondamentale avec l'époque du Shah, de même que sur les questions d'état social. Et c'est ça qui explique que pendant justement un certain nombre d'années, les manifestations revendiquaient davantage une réforme qu'une rupture radicale avec le régime, parce que l'Iran n'est donc pas un État failli. Pas un État failli. Pourquoi dites-vous cela? Parce que économiquement, il y a quand même à la fois une situation économique très précaire, alors liée en partie bien sûr à l'embargo sur l'Iran imposé par les États-Unis, mais il y a aussi une économie précaire parce que la corruption est endémique. Oui, bien entendu, bien entendu. L'élite politique, depuis la révolution iranienne, et en particulier l'appareil sécuritaire aujourd'hui, les gardiens de la révolution, ont depuis les années 90 fait main basse sur l'économie. La situation économique est absolument désastreuse. Tout ça à l'ombre de sanctions également qui ont créé une économie parallèle dont se servent depuis au moins 20-30 ans les gardiens de la Révolution pour survivre. Mais malgré tout, l'État iranien était justement, après la Révolution, une administration assez robuste qui a su mettre en place des politiques publiques ambitieuses et justement qui ont contribué à fidéliser un certain nombre de groupes sociaux, comme je vous le disais, en termes d'état social, de santé et d'éducation.
Donc, il y a aujourd'hui ce retournement, ou disons ce tournant. Et malgré tout, on a l'impression on avait l'impression en tout cas que le pouvoir vacillait. Et on a aujourd'hui, hélas, diront tous ceux qui considèrent que le peuple iranien est opprimé, on a aujourd'hui l'impression que le pouvoir est revenu à une situation de force. Oui, encore une fois, l'intérêt justement, l'importance dans l'analyse de la séquence actuelle, c'est bien entendu tout changement de régime qui part d'une mobilisation populaire implique une mobilisation de masse. Et donc, c'est absolument ce qu'on observe aujourd'hui. Or, tout changement de régime implique, comme je vous le disais, le soutien d'un segment de l'appareil sécuritaire, militaire ou policier. Et donc, c'est justement cette question du comportement de l'appareil d'État qui, pour l'instant, fait bloc, qu'il convient d'observer pour voir justement ce qu'il adviendra politiquement. Et quand on a en tête justement ce qui s'est passé pendant les printemps arabes, on a bien vu que typiquement la chute du régime en Tunisie ou en Égypte Mhm. a fait suite au soutien d'une partie de l'appareil sécuritaire des manifestants, ce qui n'était par exemple pas le cas en Syrie ou au Bahreïn, ou typiquement au Yémen, l'appareil sécuritaire s'est scindé, c'est cela qui a donné lieu à une guerre civile, exactement comme le cas libyen par exemple. Mais alors, pourquoi l'appareil sécuritaire en Iran fait-il bloc? Cet appareil sécuritaire, il est déjà, dans un premier temps, il est pluriel. Donc on a l'appareil de police qui dépend des préfectures et du ministère de l'Intérieur, et on a principalement, on y reviendra sûrement, les gardiens de la Révolution qui sont un appareil paramilitaire, à l'origine une milice révolutionnaire créée à la Révolution iranienne et qui, depuis la fin des années 90, a pris une part considérable dans le système iranien, à la fois par la prise de contrôle de l'économie à la fin des années 90, à la faveur de réformes d'ailleurs de libéralisation de l'économie, puis à partir des années 2000 sous différentes séquences politiques, avec notamment cette présidence radicale de M. Mahmoud Ahmadinejad, lui-même issu des gardiens, et surtout depuis 2021, à la faveur de l'élection de M. Raïssi, le très répressif Ibrahim Raïssi. Et donc cet appareil sécuritaire, il était historiquement un groupe paramilitaire assez restreint, avec des fonctions restreintes, et il est aujourd'hui absolument central dans le contrôle à la fois de l'économie et de l'appareil d'État, et en particulier de l'administration civile, et en particulier du ministère de l'Intérieur, des préfectures qui contrôlent la police. Mais je vais vous poser une question naïve et terrible à la fois, Guillaume Beau. Le fait de tirer sur son propre peuple, c'est quelque chose néanmoins qui doit être, comment dirais-je, quelque chose de terrible pour ces gens, quelle que soit leur idéologie. Je pense au dernier film de Jafar Panahi, où justement on voit ça, on voit des hommes aux prises avec un Iranien, puisque tout ceci se déroule en Iran, qui fut leur ancien tortionnaire. Donc c'est à ça évidemment qu'on pense. Oui, avec des enjeux même de scission au sein même des familles. Bien entendu, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un certain nombre de slogans de manifestants récemment faisaient appel justement à ces jeunes dans la police en leur disant « soutenez-nous », etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contrôle extrêmement fort sur cet appareil sécuritaire, qu'il est pour l'instant extrêmement dur de saisir la probabilité que certaines de ces personnes fassent défection. Tout cela appartiendra justement au développement qui suit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toute transition politique impliquera de composer avec justement ces forces de sécurité. On parle beaucoup d'une potentielle chute de l'ayatollah Khomeini. On n'a pas attendu M. Trump pour spéculer sur son décès. Et la vraie question est que s'il y a une chute de la tête politique du régime, on entrera alors dans une phase d'incertitude où différents groupes seront en lutte pour le contrôle de l'État et la redéfinition du système politique. Et la place que prendraient les gardiens dans cette potentielle transition politique est absolument incertaine, puisqu'ils ont un contrôle parfait sur l'économie et l'appareil d'État depuis au moins 5 ans. Oui, mais alors, c'est ce qui est là aussi terrible dans les scènes qu'on a vues. Donc, c'est cette manière donc de s'en prendre au peuple, quelque chose d'extrêmement sanguinaire qui relève quasiment de la guerre civile, avec donc une sorte de fuite en avant. Qu'est-ce que le régime peut espérer? Est-ce qu'il compte tenir en fait uniquement sur la terreur, Guillaume Beau? Oui, le registre principal aujourd'hui, et fort malheureusement, Un régime de terreur, c'est un régime de pas terreur. d'adhésion. Pas d'adhésion. Tout l'usage que faisait le régime iranien de l'adhésion sur ces critères que je vous mentionnais plus tôt, politique sociale, politique éducative, tout cela a beaucoup changé justement depuis la marginalisation de l'élite réformiste au sein du régime iranien. Mais alors, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que, à la faveur des frappes américano-israéliennes sur l'Iran, on s'est rendu compte que
par exemple, Israël était très bien renseigné sur ce qui se passait en Bien sûr. Iran Oui. et donc on s'est dit que cela dénotait en fait des informations de l'intérieur de l'appareil d'État. Ce qui montrerait que l'appareil d'État n'est pas si uni que cela. Oui, alors je n'ai pas beaucoup plus d'informations, mais il est vrai que les différents rapports ont fait état d'une infiltration des gardiens de la Révolution par les services de renseignement israéliens notamment, ce qui leur a permis justement de- d'assassiner un certain nombre de membres de l'état-major des gardiens de la Révolution, et ce qui justement a bien entendu sûrement précipité ces mobilisations massives, sachant que l'appareil sécuritaire était lui-même fragilisé. Or, pour l'instant, il fait bloc. Et là aussi, ce qui est très étonnant, c'est que cet appareil fait bloc alors qu'il doit y avoir des scissions. On parle du chat, du fils du chat plutôt, parce que le chat, le fils du chat, est-ce que c'est une option qui vous paraît crédible, Guillaume Beau? Alors, ce qui est bien important de rappeler, c'est que la raison pour laquelle le fils du chat apparaît aujourd'hui comme une alternative crédible, euh, c'est bien entendu, enfin, cette figure a été en partie construite par différentes chaînes satellitaires, comme on le sait très bien, à l'extérieur de l'Iran. Mais ce qui est bien important de rappeler, c'est que au sein même de l'élite politique de la République islamique, la raison pour laquelle le fils du Shah apparaît comme populaire, c'est qu'il n'y a plus d'alternative. Il faut bien rappeler que l'Iran, depuis la révolution iranienne, l'État iranien n'est pas un système de parti unique. Il y a une compétition politique robuste qui s'organise depuis la révolution et jusqu'à il y a quelques années entre différentes factions qui sont parfaitement d'accord sur la nature du régime, sur la tutelle du guide, sur ce système politique, mais qui divergent sur tout un tas de questions centrales, la place de l'État dans l'économie, la politique étrangère typiquement. Il faut aussi avoir en tête que l'État iranien est un État dédoublé. Or, les gardiens de la Révolution, depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, ont pris le contrôle non seulement de l'économie, mais également du système politique, et ce faisant, ont marginalisé ces élites réformistes. Aujourd'hui, le fils du Shah apparaît donc comme la seule alternative possible. Merci Guillaume Beau, vous êtes docteur en sciences politiques et spécialiste de l'Iran comme on l'a entendu. Dans quelques instants, place à Shakespeare, le film Hamnet de Chloé Zhao, 7h30 sur France Culture.